Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue sur Al24 News pour cette nouvelle édition de l'information. Tout de suite, les titres de ce journal. « 18e jour de l'offensive russe en Ukraine. Alors que les bombardements s'intensifient dans le pays, les pourparlers se poursuivent entre les deux camps. Des signaux positifs sont observés entre les deux pays. » Santé, Covid-19 se dirige-t-on vers une nouvelle vague de contamination? Élément de réponse dans ce journal. En Irak, 12 missiles balistiques tirés de l'Iran ont visé ce dimanche le consulat américain à Erbil, capitale du Kurdistan d'Irak. Aucune victime n'est à signaler. Et nous entamons cette édition, bien sûr, par l'évolution de la situation en Ukraine. Au 18e jour où en est la situation sur le terrain, la capitale Kiev ainsi que des régions du sud du pays vivent au rythme des combats. Le point sur la situation avec Ami Touta. De plus en plus de villes cernées et un nombre de réfugiés en hausse. Le 18e jour du conflit en Ukraine a été marqué par le bombardement d'une base militaire ukrainienne située à une vingtaine de kilomètres de la frontière avec la Pologne, selon le gouverneur de la région. Une première depuis le début des opérations russes. La ville de Lviv était connue par le passage des réfugiés en direction du pays voisin. Plus à l'est, les forces russes tentent toujours d'encercler Kiev, notamment par les faubourgs nord et ouest. La capitale du pays est barricadée dans les principales rues, tandis que dans le sud de la ville, Mariupol est toujours assiégée par les forces russes qui ciblent les sites stratégiques. La ville reste en attente d'un convoi d'aide humanitaire depuis des jours. Pas loin de Mariupol, à Mykolaïev, situé près du port stratégique d'Odessa sur la mer Noire, a de nouveau fait l'objet de frappes. Côté humanitaire, quelques 100 000 personnes en 24 heures se sont ajoutées au nombre de réfugiés qui ont fui les combats. Un nombre qui s'ajoute aux 2,5 millions de personnes ayant trouvé refuge dans les pays limitrophes, ainsi que plus de 12 000 civils avaient été évacués ces dernières heures via des couloirs humanitaires. Selon Kiev, seuls 9 des corridors ont été disponibles pour l'évacuation des civils. Et une base militaire près de la frontière polonaise dans l'ouest de l'Ukraine, jusque-là relativement épargnée par les frappes russes, a été bombardée dans la nuit, faisant au moins 35 morts et 134 blessés. Selon les autorités locales, cette base militaire située à Yavoriv, à une quarantaine de kilomètres au nord-ouest de Lviv, a servi ces dernières années de terrain d'entraînement aux forces ukrainiennes sous l'encadrement d'instructeurs étrangers, notamment américains et canadiens. Selon les données préliminaires, plus de 30 missiles ont été tirés. Le système de défense aérienne a fonctionné. Un certain nombre ont été abattus. La décharge de Yavoriv a été attaquée. À l'heure actuelle, 57 personnes sont blessées et se trouvent dans les hôpitaux. 9 héros sont morts. Ce sont les données officiellement confirmées. Un responsable policier ukrainien de la région de Lugansk a accusé l'armée russe de bombarder sa localité avec des bombes au phosphore. Selon Oleksiy Bilochitsky, chef de la police de Popasna, située à une centaine de kilomètres à l'ouest de Lugansk, les Russes ont utilisé des bombes au phosphore sur sa localité. Ces informations restent à vérifier, d'autant plus qu'elles interviennent après l'accusation russe sur l'utilisation d'armes biologiques par Kiev. Et l'armée russe continue de pillonner le sud de l'Ukraine alors que la ville assiégée de Mariupol espère l'arrivée d'un convoi d'aide humanitaire. L'enjeu est crucial pour Mariupol. Cette cité portuaire stratégique située dans le sud-est du pays entre la Crimée et le Donbass est plongée dans une situation très difficile selon Médecins sans frontières, manquant de vivres et privée d'eau, de gaz, d'électricité et de communication. Une situation humanitaire en Ukraine jugée catastrophique dans certaines villes selon Moscou.
La situation en Ukraine, malheureusement, continue de se dégrader rapidement et dans certaines villes, elle a atteint des proportions catastrophiques. Des formations armées de nationalistes minent des zones résidentielles, détruisent des ponts et des routes et détruisent des installations de survie. À la suite de ces actions criminelles et traîtres des autorités ukrainiennes, principalement à l'égard de leur propre peuple, la population civile est contrainte de survivre dans des conditions inhumaines, sans chauffage, sans électricité, sans approvisionnement en eau, sans nourriture ni médicaments. La situation humanitaire la plus grave s'est développée à Mariupol. Des centaines de milliers de personnes, dont des étrangers, sont retenus de force par des nationalistes qui, menaçant de violences physiques, arrêtent toute tentative de quitter la ville. Et toujours sur la question humanitaire, quelques 100 000 personnes ont fui l'Ukraine en 24 heures d'après le dernier bilan de l'ONU. Le Haut Commissariat aux réfugiés HCR recensait exactement 2 698 280 personnes venant d'Ukraine depuis le 24 février. Je vous propose de voir ces chiffres en images. Et au plan diplomatique, les pourparlers entre Russes et Ukrainiens se poursuivent par visioconférence cette fois. Les parties évoquent des avancées. Souad Ben Batouche. Des avancées, mais pas seulement. Kiev parle d'une nouvelle approche fondamentalement différente de Moscou lors des récentes discussions entre les deux pays. Selon le président ukrainien, Moscou ne se contente plus de poser des ultimatums comme il le faisait ces 2 dernières années. Un dialogue semble vraiment être amorcé selon Volodymyr Zelensky. Il y voit là un signe fort de la Russie et surtout après les déclarations de Vladimir Poutine. Le président russe a évoqué vendredi des avancées positives dans les pourparlers lors de sa rencontre avec son homologue biélorusse Alexandre Loukachenko. Le Bélarus qui a abrité à sa frontière avec l'Ukraine plusieurs rounds de discussions ayant permis la création de couloirs humanitaires dans plusieurs villes ukrainiennes assiégées par les forces russes, mais sans pour autant annoncer un cheminement vers un cessez-le-feu. Selon le Kremlin, ces pourparlers se déroulent quotidiennement par visioconférence. Elles se tiennent sans interférence occidentale, alors que Volodymyr Zelensky déplore le non-engagement de ses partenaires face à la nouvelle approche russe. Une nouvelle version peut-être, avec toujours en toile de fond la neutralité, la démilitarisation de l'Ukraine et la reconnaissance de la souveraineté russe sur la Crimée, tout cela en contrepartie de l'arrêt des combats. Et ces derniers jours, les discussions entre le président russe et ses homologues européens se succèdent pour désamorcer la situation et trouver une solution durable au conflit armé en Ukraine. Le président français Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz se sont une nouvelle fois entretenus avec Vladimir Poutine vendredi pour discuter d'un éventuel cessez-le-feu. Ces pourparlers reflètent les craintes européennes de voir ce conflit prendre de l'ampleur et se propager vers le reste du continent. Sohila Kilel. Alors que les combats font rage en Ukraine, le marathon diplomatique, lui, se poursuit pour tenter de trouver une solution au conflit. Il pourrait à la longue dégénérer et étendre ses tentacules vers le reste de l'Europe. 2 jours seulement après le dernier entretien entre Vladimir Poutine, Olaf Scholz et Emmanuel Macron, les 3 hommes ont remis le couvert samedi. Cet échange qualifié de très franc et difficile a duré plus d'1 heure. 2 points ont été mis en exergue par le chancelier allemand et le président français, à savoir un cessez-le-feu immédiat et l'amorce d'une solution diplomatique. Vladimir Poutine, lui, a dénoncé des violations flagrantes des droits humains par l'armée ukrainienne. Elle utiliserait des civils comme bouclier humain. Ce dialogue à 3 intervient au lendemain du sommet européen de Versailles. Les 27 ont décidé de maintenir la pression sur la Russie pour que cesse l'offensive militaire. Ils menacent Moscou de nouvelles sanctions massives.
Ce tourbillon diplomatique agite le vieux continent et reflète clairement les inquiétudes de l'Europe quant au dérapage du conflit hors des frontières ukrainiennes, tel un marasme de violence. Emmanuel Macron, Olaf Scholz et leurs alliés jouent la carte du dialogue tout en brandissant la menace des sanctions. Et comme pour nourrir cette crainte qui habite les Européens, une vidéo saisissante de réalisme où on y voit, durant 45 secondes, Paris, la capitale française, se faire bombarder, a été mise en ligne vendredi par des élus ukrainiens. Ils demandent depuis le 24 février une no-fly zone au-dessus de leur pays. Même virtuelle, ces images font écho aux déclarations de Volodymyr Zelensky, qui a annoncé, je cite, « Ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine se passera en Europe demain ». Qu'est-ce qui se passe ? L'ONU aura cette semaine plusieurs réunions consacrées à la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Lundi, le Conseil de sécurité discutera de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Président en 2022 de l'OSCE, le ministre polonais des Affaires étrangères devrait intervenir lors de la session. Celle-ci est annuelle mais prendra un tour particulier avec la situation en Ukraine, avec probablement de nouveaux appels à la paix. Et les sanctions infligées par les Occidentaux à l'encontre de la Russie pourraient atteindre l'espace. Selon la Russie, ces sanctions pourraient faire chuter la Station spatiale internationale ISS. Iman Merat. Les sanctions du front occidental introduites contre Moscou pourraient provoquer dans les prochains jours la chute de la Station spatiale internationale, selon Dimitri Rogozin, le patron de l'agence spatiale russe Roscosmos. Appelant ainsi à leur levée en expliquant que le fonctionnement des vaisseaux russes fournissant l'ISS serait perturbé par les dites sanctions, affectant la cellule russe de la station spatiale qui sert notamment à corriger le cercle de la structure orbitale. Dimitri Rogozin, qui soutient ouvertement l'armée russe sur la toile depuis le début de la crise ukrainienne, a affirmé que ces sanctions pourraient provoquer l'amérissage ou l'atterrissage de l'ISS pesant 500 tonnes, rajoutant que la cellule russe veillait à ce que l'orbite de la station soit corrigée en moyenne 11 fois par an, y compris pour éviter les débris spatiaux. Pour rappel, depuis le début de la crise russo-ukrainienne, la Russie fait face à diverses sanctions économiques. L'espace, pour sa part, reste l'un des derniers domaines de coopération russo-américaine, et l'Occident étend ainsi la pression sur ce secteur. Des représailles qui pourraient engendrer un crash de la station, aujourd'hui occupée par 4 Américains, un Allemand et 2 Russes. C'est en tout cas la menace que brandit vigoureusement Moscou depuis plusieurs jours. De son côté, la NASA a indiqué travailler sur des solutions pour maintenir la station en orbite sans l'assistanat de Moscou. Les équipages et le ravitaillement sont acheminés sur ce segment par les vaisseaux Soyouz et les cargos Progress. Roscosmos a annoncé son intention de donner la priorité à la construction de satellites militaires en raison de l'isolement croissant de la Russie et a déclaré que Moscou ne fournirait plus aux États-Unis des moteurs des fusées américaines Atlas et Antares. Qu'ils s'envolent dans l'espace sur leur balai, a-t-il commenté. Voilà ce que l'on pouvait dire sur l'évolution de la situation en Ukraine au 18e jour de l'offensive russe. Dans le reste de l'actualité dans le monde, santé, Covid-19, la Chine enregistre près de 3400 cas de coronavirus en un jour, un record depuis 2 ans. En France, le pass vaccinal semble vivre son dernier jour, tout comme l'obligation du port du masque en intérieur. Mais les contaminations repartent à la hausse. Est-ce un signe d'une nouvelle vague? Élément de réponse avec Naïla Hamouda. Médecins, épidémiologistes du monde entier surveillent les chiffres comme le lait sur le feu. D'autant plus que la casserole commence à frémir. Les chiffres reflètent en effet une légère reprise de l'épidémie du Covid-19. La Chine a enregistré près de 3400 cas de coronavirus en un jour, une première depuis 2 ans. La propagation du sous-variant Omicron a contraint Shanghai à fermer les écoles, à confiner des villes entières du nord-est du pays, tandis que plus de 10 provinces s'empressent d'endiguer des clusters. Les voyageurs en provenance de zones à haut ou moyen risque continuent de se voir interdire l'entrée à Pékin.
Des enquêtes approfondies sont menées pour identifier des personnes présentes dans la capitale qui se sont rendues dans ces zones. Le dépistage à distance sera renforcé pour les personnes venant d'autres régions du pays, qui ne pourront y entrer qu'avec un résultat négatif au test COVID-19 effectué dans les 48 heures précédant leur arrivée et un code sanitaire vert. Ils doivent subir un autre test COVID dans les 72 heures suivant leur arrivée. Même constat en France, à partir de demain, le port du masque au travail ou à l'école ne sera plus obligatoire. Le pass vaccinal, lui, disparaît aussi, tout le contraire du virus. Plus de 72 000 cas de contamination ont été enregistrés ces dernières 24 heures. Les autorités françaises ont annoncé de nouvelles mesures pour faire face à ce rebond épidémique. Il est désormais recommandé le maintien du port du masque dans les lieux clos et dans les grands rassemblements pour les personnes fragiles. La 4e dose de vaccin, elle, est recommandée aux personnes de plus de 80 ans et aux personnes immunodéprimées. Est-ce un ressac de la 5e vague ou les prémices de la 6e? Difficile à dire pour le moment. Selon les épidémiologistes, l'heure n'est donc pas encore à l'alarmisme. Les chiffres ne sont pas inquiétants, mais incitent à la vigilance, car l'histoire de cette épidémie ne semble pas encore finie. Sur le continent africain, les autorités maliennes ont annoncé dimanche interdire la circulation de civils dans la zone frontalière avec la Mauritanie où ont disparu un certain nombre de Mauritaniens début mars. Elles ont aussi annoncé l'ouverture d'une enquête par le tribunal militaire de Bamako. Le Mali a dépêché vendredi et samedi une mission en Mauritanie pour tenter d'apaiser Nouakchott. Les deux pays sont convenus de créer une mission conjointe chargée d'élucider les disparitions, indique un communiqué commun publié samedi. Et l'armée populaire de libération sahraoui a mené de nouvelles attaques contre les positions des soldats de l'armée d'occupation marocaine dans le secteur de Mahbes. Des unités avancées de l'armée sahraoui ont ciblé samedi les retranchements des forces marocaines dans les régions Rous Chidimia et Wadi Ar-Raqba dans le secteur de Mahbes, engendrant plusieurs pertes humaines et matérielles, a rapporté l'agence de presse sahraoui SPS. Et l'instance sahraoui contre l'occupation marocaine, ISACOM, a appelé la communauté internationale à imposer une interdiction à l'exportation et à la vente de logiciels de surveillance au Maroc en raison de sa répression des libertés fondamentales au Sahara occidental occupé. C'est ce qui ressort d'un communiqué diffusé par l'instance vendredi dans la foulée des révélations sur le recours du régime marocain au programme d'espionnage sioniste Pegasus pour espionner la militante sahraoui des droits de l'homme Aminatou Haïdar. Et un nouveau rapport publié par la FAO et l'Union internationale des télécommunications met en avant les avantages du recours aux technologies numériques en Afrique subsaharienne pour une meilleure croissance de la productivité agricole. Cette étude donne un aperçu parmi les plus complets à ce jour de l'état d'avancement du numérique dans la région, en particulier de la transformation numérique du secteur agricole. Cependant, une grande partie de l'Afrique subsaharienne n'est toujours pas connectée. Environ un tiers de la population reste hors de portée des réseaux mobiles à haut débit et seulement 28% ont un accès à Internet. Nous vous le disions en titre, en Iran, les gardiens de la révolution ont annoncé qu'un centre de conférence sioniste d'importance stratégique a été ciblé dans la région du nord de l'Irak. La même source indique que des missiles puissants et précis ont été utilisés pour l'opération. Sofiane Baroudi. Un communiqué des Pasdaran indique que le bombardement de la région d'Erbil vient, je cite, en riposte aux derniers crimes commis par l'entité sioniste, et que la stabilité et la sécurité de l'Iran étaient une ligne rouge à ne pas franchir. Les gardiens de la révolution avaient annoncé précédemment la mort de 2 soldats iraniens dans un raid des forces d'occupation sionistes contre la capitale syrienne. Plus d'une dizaine de missiles balistiques de haute précision ont été utilisés dans le bombardement du centre de renseignement sioniste aux alentours d'Erbil, capitale du KRG au nord de l'Irak. D'autres informations indiquent qu'une base américaine dans la région a été également prise pour cible, ce qui rappelle la base de Ain al-Assad qui avait été bombardée en représailles à l'assassinat du général Qasem Soleimani et Abu Mahdi al-Mohandes début 2020.
Des sources annoncent également qu'une base de l'intelligence et de l'espionnage sioniste a été également prise pour cible dans la province iranienne de l'Azerbaïdjan occidental. L'attaque a été revendiquée par les soldats de l'imam des temps, organisation liée au Pasdaran. Pour rappel, l'entité sioniste est très présente dans la région caucasienne, principalement en Azerbaïdjan. Plusieurs bases de renseignement et un fort appui logistique et technique a été apporté par Tel Aviv à Bakou, dont le principal allié était la Turquie, dans la terrible guerre du Nagorno-Karabakh qui l'a opposé à l'Arménie. Erevan était pour sa part soutenu principalement par Téhéran et Moscou. La nouvelle donne stratégique, bouleversée par le conflit de haute intensité ayant cours en Ukraine, risque de faire basculer la région et promet une transformation des rapports de force sur un échiquier international plus que jamais en grande bifurcation. Et ces images qui nous arrivent tout droit d'Afrique du Sud, 4 tigres qui avaient été abandonnés en Argentine par leur cirque et maintenus dans de petites cages métalliques pendant plus de 10 ans arrivent dans leur nouveau foyer au sanctuaire pour grands félins de Lions Rock en Afrique du Sud. Le centre accueille les 4 tigres et promet de leur fournir un espace sûr et naturel où ils pourront vivre le reste de leur vie. Sport, football, 4e journée de la phase de poule de la Coupe de la CAF Derby maghrébin. La jeunesse sportive de la Saoura affronte ce soir à 20h au stade du 5 juillet les leaders du groupe, les Libyens d'El Ittihad. La JS Saoura, 3e au classement avec 4 points à 3 points du leader, est dans l'obligation de gagner pour garder sa chance de qualification pour le prochain tour. Je vous propose d'écouter l'entraîneur tunisien de la JS Saoura. On est prêt pour le challenge. Nos objectifs dans cette compétition, c'est aller le plus loin possible. Et pour arriver à notre but de la gagner, c'est une évidence. De la Coupe de la CAF à la Ligue des Champions, l'entente de Sétif s'est imposée hier soir au stade du 5 juillet face aux Sud-Africains d'Amazulu FC sur le score de 2-0. Les 2 buts de la rencontre ont été inscrits lors de la première mi-temps par Ben Ayad à la 11e minute et Jahnit en temps additionnel. Les 2 équipes occupent le 2e rang du classement avec 6 points à 3 points du leader, la Raja de Casablanca. On écoute les réactions d'après-match au micro de Faisal Salah. Ouais, c'est bon, on savait qu'on était obligé de passer par une victoire aujourd'hui, et même une victoire avec un écart de 2 buts, pour au moins mettre Amazulu derrière au niveau du goal average. Après, franchement, je trouve qu'on a fait un super match. Malgré qu'ils sont venus avec de bonnes intentions, ils ont été bons. Ils ont eu quelques occasions ou sur des petites erreurs, mais voilà, après on a été costaud. On aurait pu en mettre plus, je pense. On a eu les occasions pour. Alhamdoulilah, c'est de bon augure pour la suite et je pense faudra aller chercher la semaine prochaine au 5 juillet contre Conakry. Ce n'est pas le résultat qu'on venait faire ou qu'on voulait. Il faut donner le mérite à cette équipe de Sétif. Ils étaient bons aujourd'hui, avec de la qualité. Ils ont 2 coupes de la CAF à leur nom, des bons joueurs, une belle équipe malheureusement. Ils étaient meilleurs que nous. Et puis, maintenant, le groupe est ouvert. Football toujours, mais en Europe cette fois-ci. Cristiano Ronaldo fait encore parler de lui. Le Portugais, absent du derby de Manchester le week-end dernier, s'est illustré de fort belle manière face à Tottenham en inscrivant un triplé à le 59e de sa carrière qui a permis à Manchester de battre les Spurs sur le score de 3-2. L'ex-star de United, Benedict McCarthy, revient justement sur le retour de Ronaldo à Manchester. For Manchester United, it must be a real honor. C'est un honneur pour Manchester United d'avoir un joueur pareil, avec une mentalité de gagnant, un des meilleurs joueurs du monde depuis plusieurs années. Manchester ne sont pas au niveau là où ils devaient être pour tirer profit du Cristiano Ronaldo. Et grâce à ce triplé, Cristiano Ronaldo devient le meilleur buteur de l'histoire du football, dépassant ainsi Joseph Bican et ses 805 réalisations. Cristiano Ronaldo qui a marqué donc 806 buts, rien que ça. Culture, à présent, direction la capitale ivoirienne où s'est déroulé le marché des arts et du spectacle d'Abidjan. Des scènes animées par des artistes talentueux de diverses disciplines
artistiques venus des 4 coins du continent africain. Amela Beja. Pendant 8 jours, la capitale ivoirienne a vibré au rythme de la musique et des couleurs du Massa. Le marché des arts et du spectacle d'Abidjan, cette année, c'est plus de 122 spectacles, 98 groupes venus de 26 pays d'Afrique et du monde. Cette 12e édition a pour thème les industries culturelles et créatives, le défi des contenus. Le programme de développement de Massa a pour objectif de soutenir la création et la production de spectacles en facilitant la circulation des créateurs et de leur production en Afrique et dans le monde. Cette année, le développement du secteur des arts de la scène a été lié à la condition sanitaire mondiale. Les organisateurs ainsi que le Premier ministre ivoirien Patrick Aïchi encouragent les artistes à s'inscrire dans l'innovation, notamment celle de la transformation digitale, afin d'évoluer avec la société actuelle. Avis aux promoteurs et aux amateurs de l'art du spectacle, que ce soit musique, danse ou théâtre. Et c'est sur ces belles images et belles percussions que nous arrivons à terme de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, ne manquez pas la météo présentée par Amalam Zianzitouni. Excellente suite des programmes sur Al24 News.